Voilà, on se retrouve avec un nouveau plateau. On l'a vu, la réforme de la facturation électronique crée une forte demande de mise en conformité qui profite à tous les acteurs du déploiement ERP et finance. Mais elle n'est pas qu'une simple mise à jour fiscale. Elle porte en germe une reconfiguration en profondeur des processus et notamment de la chaîne vente, encaissement et achat-règlement. Voyons comment cela se traduit sur les projets, les métiers et les modèles économiques des intégrateurs. Voilà, ça me donne l'occasion de vous présenter notre nouveau plateau. Alors, j'ai à côté de moi Éric Debrine, directeur Magellan Consulting. Tout à fait. Bonjour Éric. Enchanté, bonjour. À côté de vous, il y a Théo Ivard, directeur général de Meili. Tout à fait, enchanté. Et nous avons avec nous en visio David Dardilac, responsable de l'offre ERP de Fourcade Group. Bonjour, enchanté. Bonjour. Alors, la première question que je vous poserai, c'est est-ce que cette réforme a déjà changé qu'est-ce que cette réforme a déjà changé dans votre quotidien en tant qu'intégrateur? Alors, qui veut commencer? Plaisir. Hein. Alors, Théo. Alors, nous, on va dire qu'on a eu une séquence un peu étrange. On a eu en fait une espèce d'accélération il y a 2 ans, où en fait il y a des demandes de partout. Ouais. Et on était effectivement sur l'immédiateté de dire je vais faire un programme de transformation. Et donc, ils se sont très concentrés sur les cas d'usage, la réforme et tous ces sujets. Et en fait, cette période, en fait, il y a eu des projets, plutôt des grands comptes, qui ont vraiment beaucoup anticipé. Et puis, il y a une espèce de tunnel, il ne s'est rien passé. Et là, on voit depuis maintenant quelques mois une accélération, mais c'est formidable pour le business et pour les intégrateurs, mais derrière, ça pose débat par rapport effectivement à la réforme, puisqu'on est maintenant à quelques mois de la réforme. Oui, et là, c'est peut-être un peu tard. Et là, on se rend compte que c'est un peu tard. Éric. Sur ce sujet-là, on a vu un intérêt assez fort, il y a, comme toi, il y a 2-3 ans à peu près, sur les projets, sur l'intérêt de pouvoir changer, de pouvoir se transformer, de pouvoir reprendre ses process, utiliser aussi la réforme pour les automatiser, pour pouvoir se préparer avec un certain délai et le temps de faire les choses correctement et de conserver ces niveaux d'automatisation. Ça, c'est ce qui importe aussi beaucoup pour les clients du côté des équipes métiers et des équipes financières. On a constaté après une forme de stop, puisque la réforme a été décalée de 2 ans par le gouvernement. Et puis là, depuis septembre, un grand nombre de clients, plutôt des ETI, les grands comptes s'y sont mis quand même un peu avant, mais des ETI, des grosses PME qui se lancent sur la réforme et même jusqu'à la fin de l'année ou là au début de cette année, qui se disent il faut vraiment y aller, on a besoin d'être prêt avant l'été, c'est même pas avant le 1er septembre, mais c'est vraiment avant l'été, parce que il faut le temps de tester. Il faut le temps de tester, de se mettre en place au niveau de l'organisation des équipes et de pouvoir lancer les projets sur une période de 6 mois et d'arriver au moins à la fin du mois de juin avec la satisfaction, en tout cas l'objectif atteint, d'être en conformité au moins à minima. Très bien. Alors David, vous aussi, accélération brutale des demandes. Oui. Les charges importantes des projets. Tout à fait. Alors je vais rejoindre ce qui a été dit, dans la mesure où effectivement avant le décalage de la réforme, on travaillait surtout sur de la préparation, de la numérisation du flux fournisseur, donc des projets autour de ces sujets-là. Et puis le creux de la vague effectivement après le décalage de la réforme et une accélération du coup plutôt depuis juillet 2025. Moi je l'ai constaté plutôt dès juillet, avant les vacances. Pour avoir beaucoup de demandes de conseils en fait. Les clients sont assez perdus sur le sujet, des demandes d'audit, de mise en conformité, etc. Et puis une prise de conscience progressive de certains clients qui ne s'en soucient parfois qu'aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment tard. Voilà. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans une phase de contractualisation, de demandes qui deviennent de plus en plus immédiates. Les cycles de décision se raccourcissent puisque effectivement, maintenant, on est à quelques mois du démarrage. Donc effectivement, une grosse accélération ensemble. Très bien. Alors, on va parler maintenant du pilotage des processus et de votre perception de la réforme.
Alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous la voyez. Vous la voyez plutôt comme un sujet de conformité réglementaire ou comme un sujet de pilotage des processus, vecteur de transformation des organisations. Voilà, comment vous avez positionné le curseur dans vos organisations. Eric, on va commencer par vous. Hein. Vous évoquiez ce besoin de compréhension réglementaire. La réforme implique-t-elle d'aller jusqu'à la reconfiguration complète des chaînes vente-encaissement? Voilà, c'est une question très intéressante et qui est aussi à mettre en perspective par rapport à la temporalité de la réforme. Autant il y a, avant l'été 2025, en tout cas au premier semestre de l'année dernière, on avait davantage le temps de pouvoir travailler sur les processus, de pouvoir se poser des questions sur comment est-ce que je réautomatise, comment est-ce que je réorganise, comment est-ce que je peux refondre ma chaîne de valeur, soit sur la partie P2P, soit sur la partie O2C, soit éventuellement les deux, pourquoi pas. Alors qu'aujourd'hui, et on était sur quelque chose qui était vraiment organisationnel, métier, au sens projet de transformation. Aujourd'hui, en prenant les projets, en démarrant des projets à partir de maintenant, et en ayant à peu près 6 mois de délai pour pouvoir se mettre en conformité, on est davantage sur un objectif je passe le cap de la réforme d'un point de vue technologique, d'un point de vue flux, et surtout en fait d'un point de vue réglementaire. Donc je coche les cases, et je coche surtout la case réglementaire, et après, je pourrais reprendre mes processus, reprendre mon organisation, et regagner potentiellement un niveau d'automatisation que j'avais avant, même si on est assez convaincu sur le fait qu'en passant le cap de la réforme, on va gagner en automatisation de manière assez naturelle. D'accord. Mais pas forcément sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de la transversalité entre tous les outils que l'entreprise peut utiliser. Théo, vous en pensez ? En fait, on s'est rendu compte que vraiment, il y avait une perception. Alors nous, on est sur plutôt le créneau PME-ETI. Hein. Donc il y avait vraiment une notion de se dire, c'est une contrainte, bon, je vais y répondre. Et puis on s'est rendu compte que c'est un peu comme la marée. Quand on a commencé à faire des audits, à rentrer effectivement sur les premiers clients, en fait, on se rend compte que personne n'était prêt. Et il y avait en fait finalement la photographie de la situation des entreprises en France, PME-ETI, où finalement, il y a une espèce de zone grise d'organisationnel. Et donc, du coup, ça a été vécu comme une contrainte en disant, quelque part, c'est comme s'il y avait une opération vérité sur la manière dont je travaille. Et à partir de ce moment-là, il y a eu cette perception de se dire, oula, je rentre dans quelque chose qui va me poser un vrai sujet, un vrai débat. Et donc, en fait, ça a été vu comme une contrainte, et là, c'est vu comme une opportunité. Sauf qu'il y a une espèce de dichotomie où, d'un côté, on a la notion de dire, je paye finalement pour facturer, et ça, c'est mal vécu. Et en fait, je n'ai pas le gain immédiat. Mais en fait, le gain va venir par la suite. Et c'est tout le sujet qu'on est en train de réfléchir là-dessus. Et en fait, la particularité en France, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de rachats de PME entre elles et tout ça. Donc, on a une espèce d'écosystème IT où on n'a pas un ERP, on en a plusieurs, des CRM, des systèmes de facturation sous Excel, enfin des trucs exotiques. Et en fait, tout ça, il faut le gérer. Et à côté de ça, les PA, parce qu'on est intégrateur de multi-PA, puisqu'effectivement, DocuWare, Quadient et TX2, donc qui sont des offres vraiment complémentaires et qui sont différentes, avec une forte connotation quand même sur DocuWare, puisqu'on a aussi la partie process P2P et tous ces sujets, et on se rend compte qu'en fait, les clients, à force de racheter des entreprises, notamment sur les ETI, ils n'ont jamais fait l'intégration. Et là, se pose le sujet. Puisque là, maintenant, on arrive au moment de vérité, il va falloir dialoguer de manière unitaire. D'accord. Un petit mot là-dessus, David ? Oui, donc je pense qu'effectivement, les deux sujets sont concernés, mais pas forcément au même moment. Le premier, ça va être, et désormais le temps qui nous reste, c'est la mise en conformité, ça c'est clair, qui va être effectivement qu'une première étape. Là, on a des formats, des processus qui sont en place à obligé, le choix de la PA. Donc la du chemin des factures, qui peut être parfois révisé, parce qu'effectivement, dans certaines sociétés, il va falloir revoir ce chemin, ce processus. Et puis, dans un deuxième temps, une transformation qui peut être bénéfique d'un point de vue performance, etc., puisque la facture électronique va devenir un objet structuré, exploitable en termes de data, et on va pouvoir effectivement en tirer beaucoup d'éléments pour améliorer la prévisionnelle de trésorerie et autres sujets, quoi. Très bien. Alors, on va aborder, dire un mot de la complexité et des risques opérationnels. Alors, selon vous, où se cachent, où se situent les principaux points de complexité de ces projets de facturation électronique? Alors, on va commencer par vous, David. Peut-être que sur la fiabilisation des données... oui. Effectivement,
techniquement, je pense que les formats, les API ils sont normés. Donc, les éditeurs, ils ont fait une grosse partie du travail, je dirais, sur ces sujets-là. Les difficultés, on va les retrouver plutôt sur la complétude des données, la qualité de la donnée à la source, peut-être la gestion des exceptions, les cas limites, les cas d'usage qui peuvent être plus ou moins complexes. Donc, c'est là-dessus qu'on va retrouver plutôt la difficulté. La notion, comme vous disiez, de multi-URP ou de multi-système de facturation, avec donc des sujets effectivement de normalisation des flux, quelques fausses vérités aussi qu'on peut retrouver parfois chez certains clients, où dans l'idée il faut que le client du client impose le dépôt de la facture sur un portail qui n'est pas une PA. Donc ça, ce sont des sujets effectivement qui peuvent être bouleversés par la réforme. Et puis voilà, donc là, la réforme, elle va effectivement mettre en évidence tous ces sujets-là, qui sont des sujets à normaliser dans les entreprises pour passer ce cap de la réforme. Alors vous, Eric, pareil, vous êtes votre réalité, c'est les grands groupes, multi-pays, donc problématique d'interopérabilité, multi-solutions, multi-ERP. Qu'on retrouve aussi pour les ETI. C'est grands groupes et ETI, sur le fait d'avoir plusieurs ERP, sur le fait d'avoir aussi plusieurs PA, sur le fait de changer potentiellement de ERP pendant ces phases de projet et de mise en place d'une PA. Ça fait partie des complexités que l'on retrouve. Mais c'est général ou c'est vraiment des cas particuliers? C'est pas si particulier que ça. Je dirais pas que c'est le cas général, mais c'est un cas que l'on retrouve très fréquemment. Un client qui va avoir une PA pour le flux fournisseur, un client qui va avoir une PA pour le flux client, c'est quelque chose qui est relativement courant, que l'on retrouve assez facilement. Dans ce sens-là, on retrouve des clients qui ont fait évoluer leurs outils de dématérialisation dans un sens et dans un autre vers le niveau PA pour être en conformité réglementaire. Ça fait partie des choses que l'on retrouve. Dans les éléments de complexité aussi, c'est ce que j'appelle la transversalité. C'est-à-dire que, puis vous l'avez très bien dit, on a des clients qui ont du Excel, qui ont de l'EDI, qui ont ci, qui ont ça, mais qui ont aussi d'autres outils qui ne sont pas forcément l'ERP et qui permettent de préparer les factures, d'initier les factures, ou de pouvoir avoir beaucoup plus de détails sur des éléments de facturation qui ensuite transitent vers un ERP. Et c'est toute cette chaîne-là que l'on regarde pour pouvoir s'assurer que le client, il soit en conformité entre sa partie ERP et sa partie PA, c'est le minimum, quelque part, mais on a aussi besoin de s'assurer que tout le reste soit au niveau et franchisse monte une marche pour pouvoir également s'aligner sur les niveaux d'attente qui sont ceux de la PA et de la réforme. D'accord. Donc bien sûr, on a à l'intérieur de ça les différents cas de facturation que l'on peut retrouver, qui doivent rentrer dans les cas de la réforme, dans la quarantaine de cas aujourd'hui. Et puis l'évolution de la réglementation qui se fait maintenant un peu plus à la marge qu'il y a encore quelques mois, et qui font partie des éléments de complexité de ces projets-là. Mais c'est surtout cet aspect transversalité qu'il ne faut pas négliger quand on mène les projets avec les clients. Théo ? Alors, mes collègues ont dit déjà beaucoup de choses, donc ils ont couvert, on va dire, le champ des possibles. Mais si on devait résumer, nous, on a vraiment un aspect où on se rend compte qu'il y a du shadow IT, on va dire, sectoriel. Je prends l'exemple très concret. Prenez, nous, on est très exposés à l'immobilier, l'automobile, l'industrie. On va prendre par exemple le cas d'usage sur l'automobile. On a en fait des sujets où en fait on va déployer la notion sur tout ce qui est B2B, et puis on se retrouve avec le B2B2C. C'est-à-dire le petit ticket de caisse, mais à forte volumétrie, autour d'un véhicule où il va falloir acheter effectivement des différents équipements. Et donc ces sujets de ticket de caisse, certaines PA ne le traitent pas, mais sauf qu'il faut les traiter là-dessus, parce qu'on a effectivement un ensemble d'éléments effectivement par rapport au reporting, et on peut avoir des volumétries assez dantesques. Et le client, il dit, mais pourquoi je paierais pour ces sujets-là? C'est-à-dire qu'il y a cette notion de se dire, quand on lui présente effectivement ces notions-là, et donc c'est là où il faut jongler sur du multi-PA. Donc ça veut dire qu'il y a une négociation en amont pour trouver le bon équilibre coût-efficacité, parce qu'il ne voit pas le gain à court terme. Oui. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on a par exemple la situation de travaux avec une relation tripartiste entre, par exemple, l'AMOA, enfin donc on va dire un client qui va rénover un immeuble, l'architecte, et puis effectivement ses prestataires. Et donc la situation de travaux, si je la dépose directement, j'ai facturé. Donc par définition, elle existe. Donc ça veut dire que je suis obligé de l'enregistrer.
Sauf qu'eux ne le veulent pas, parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'il y a une négociation tripartite pour modifier des valeurs, pénalité, retenue de garantie, tous ces éléments qui sont soumis à négociation. Et quand on est sur ce genre de sujet, en fait, c'est là où effectivement il y a besoin d'avoir une sorte de sas d'entrée de négociation en amont, qui n'est pas visible quand on regarde la réforme en elle-même, mais qui va avoir de lourds impacts, puisque, en fait, le but quand même, c'est d'accélérer effectivement le traitement de la facture. Sauf que là, on est dans le cas de figure où il faut d'abord discuter avant de facturer. Et cette notion-là, on part au-delà du workflow. Et ça, c'est pas géré par les PA, en fait. Et c'est pas géré par les PA nativement. Il va falloir mettre du process. De l'intelligence avant. Exactement. Et le dernier sujet, c'est que vous avez, en fait, quand on dit workflow, il y en a plusieurs. Vous avez, dans la tête de beaucoup de clients, c'est bon, je prends une PA, ils ont une centaine de points de contrôle. Sauf que ça, on est d'accord. Mais une fois que le fichier arrive dans l'entreprise, nous, on l'a dans l'exemple sur des groupes 1500, 2000 personnes, en fait, ils ne sont pas en capacité de traiter parce qu'ils ont tout basé sur un P2P dans lequel, pour pouvoir traiter leurs factures, il faut les lignes à ligne. Sauf que la réforme, elle dit, moi, en obligation, c'est en tête pied de page. Le ligne à ligne n'est pas obligatoire. Donc, je n'ai pas le format étendu, donc je peux vous envoyer une facture, j'ai traité, je suis conforme. Sauf que du coup, ils se retrouvent dans une situation où, comme tout est basé derrière sur le fait d'exploiter les lignes pour pouvoir traiter, ils vont demander des informations complémentaires, sauf que l'ERP du fournisseur, il n'est pas forcément prêt ou il n'a pas forcément envie de traiter ce cas d'usage. Donc là, on est exactement dans des sujets qui posent débat. Une réaction par rapport à ce que vient de dire Théo, Eric ou David ? Oui, bien sûr, et c'est sur cet aspect-là, c'est un très bon cas. On l'a sur la gestion de l'intérim, on l'a sur l'allocation de matériel, on l'a sur pléthore de cas d'usage chez nos clients, où on va se retrouver dans des situations où on va émettre ou recevoir des factures au format PA, facturation électronique. Ouais. Et puis, de l'autre côté, je reprends l'exemple du schéma Y, qui n'est pas dédié pour ça, mais qui marche bien aussi, où on va devoir réconcilier ces factures qui arrivent par le biais des PA avec les factures qui vont arriver par le biais des fournisseurs, ou en tout cas le détail des factures. On ne pourra pas appeler ça facture, ça n'aura plus de valeur juridique ou de valeur probante, de valeur fiscale. On va devoir réconcilier les deux pour pouvoir récupérer ce qui fait foi d'un point de vue fiscal et notamment du point de vue de la TVA, et tout le détail qui permet de faire le matching dans l'ERP, de vérifier l'égalité ou en tout cas la correspondance avec les commandes, avec les réceptions, avec tous les processus de contrôle que l'on a pu mettre en place. Et ça, c'est vous qui le faites ? Et ça fait partie des choses qui sont à prévoir et à organiser quand on fait les projets, quand on pilote les projets, quand on accompagne les clients sur leurs projets de mise en place de la facturation électronique. Et du coup, quel risque concret pour les entreprises qui sous-estiment ces angles morts là ? Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà qui sont en retard et est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas prêtes ? Et qu'est-ce qui va se passer si elles ne sont pas prêtes ? Alors, il y en a beaucoup qui sont en retard, ça c'est sûr. On sait qu'on va passer une année émouvante. Pour autant, c'est notre rôle aussi d'amener ces entreprises à faire peut-être des choix qui sont des choix pour aller au plus simple, pour aller tout de suite dans la conformité. C'est ce qu'on disait au début. Voilà, de laisser en deux temps les gains plus tard, mais voilà, de toute façon, il faut que tout le monde soit prêt. Alors, il y aura probablement un peu de... Mais on sera conforme, mais ça ne marchera pas, quoi. Enfin, quelque part, si je résume votre propos, c'est ça. On sera conforme, mais on aura des trucs qui ne correspondent pas à... Il pourrait y avoir certaines difficultés qui amèneront à faire des choses manuellement, là où on devrait les attendre en automatique. Ça, c'est sûr qu'il pourrait y avoir ce genre de situation dans les débuts, en tout cas. Et donc, ça va complexifier, vous pensez, dans un premier temps, tous les flux Tous les flux, peut-être pas. Certains flux ou certains types de cas d'usage, c'est très probable, même certains. Et ce sont ces cas d'usage-là qu'il faudra réussir à affiner, puis à traiter et à réautomatiser vraiment sur l'ensemble de la chaîne, une fois qu'on aura tenu peut-être 70 ou 80% de l'échéance réglementaire. Quelqu'un m'avait parlé aussi de repenser l'accès aux outils finance aux seules équipes comptables, enfin au-delà des seules équipes comptables. C'est vous, Théo ? Oui. Alors nous, on a le sujet assez souvent. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, c'est intéressant, la concession automobile. 2500, 5000 personnes. On parle de 60 comptables, voilà, à l'échelle.
Donc en fait, on est en train de se concentrer sur les 60. Sauf qu'en réalité, les valideurs, les services engageurs, ils sont répartis un petit peu partout. Et puis il y a des rapprochements notamment. Ils ne sont pas comptables, hein, ils sont disséminés dans les filiales. Hein. Facture constructeur, on a tous les sujets, puis il y a les achats, il y a les marges arrière, il y a les remises qui ont été faites, enfin plein de sujets. Et en fait, on se retrouve dans un cas de figure où, en fait, tous ces gens-là n'existent pas dans le RP, mais il va falloir leur proposer un workflow. Sauf qu'eux, ils veulent un écran simple, ils ne veulent pas un écran effectivement complexe, parce que je reçois un mail, j'ai une tâche, et je dois prendre une décision. Et quand je clique, je dois avoir une décision éclairée, donc l'accès à l'information. Donc ils ont une volonté d'unification de gouvernance documentaire autour de « Ok, j'ai une facture, mais j'ai le bon de commande, les échanges par mail, je suis d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça ». Et donc tout ça, ça joue un sujet. Et je reviens au sujet de juste avant, là, que vous avez évoqué, qui est très très intéressant. C'est qu'en fait, il y a la difficulté qu'on a avec certains clients, c'est d'admettre que sur la réforme, ils vont devoir faire un 2 temps, 3 temps. Et donc, on leur parle d'un pas de conformité, et qu'effectivement, sur la partie process, il va falloir attendre un petit peu, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Ils pensent que nous, on va... c'est du magiciel. À partir du moment où le réglementaire sera passé, ils auront fait l'essentiel du travail. C'est ça, alors qu'en réalité, tout commence. Parce qu'en réalité, on va amener une facture, il va falloir admettre au niveau organisationnel qu'il va y avoir une petite surcharge pour certains types de clients qui ont un type de facturation. Et ce client-là n'est pas encore dans cette notion-là de se dire « Attention, j'ai besoin de conseils pour structurer ça, parce que avant de parler, on parle beaucoup intégration, mais en fait, c'est un projet d'orga, et ce projet d'orga, il y a un sujet de conseil avant, des prises de décision très fortes. OK, on avait une manière de travailler qui va devoir changer. » D'accord. Alors, voilà, pour traiter toutes ces questions, comment vous allez vous organiser, vous, intégrateurs, pour absorber l'afflux des projets, le mur des projets, sans sacrifier la qualité. On commence par qui? David? Si vous voulez. Donc, la charge est là, ça c'est une certitude. Donc pour nous, il faut industrialiser tout d'abord, puisque même si chaque client a son cas, on a très probablement, et c'est sûr, on a un tronc commun malgré tout, qui nous permet d'industrialiser des choses. Donc des kits de déploiement, des diagnostics rapides, des parcours de formation aussi que l'on peut mettre en œuvre, voire préparer du e-learning. Ça c'est ce qu'on a fait aussi chez Fourcade. D'accord. Voilà, donc il faut aussi, deuxième sujet... Alors ça, vous l'avez fait depuis quand? Vous avez commencé quand ça? Alors ça, on l'a fait assez récemment, puisqu'on a sorti du e-learning sur le sujet de la facture électronique en début d'année là. Donc on l'a travaillé sur la fin de l'exercice précédent, et elle vient de sortir. Donc c'est des choses qu'on a aujourd'hui à notre catalogue pour là aussi amener une certaine culture qu'on peut trouver en défaut encore chez nos clients. Donc c'est ce sujet-là. Le deuxième sujet, ça va être de segmenter, puisque effectivement il va falloir prioriser les projets, les clients en fonction de la complexité, en fonction aussi de la volumétrie qu'ils manipulent. On va pas forcément leur proposer les mêmes outils, peut-être pas les mêmes PA non plus. Donc c'est important d'avoir ce recul-là, donc de segmentation, et puis de les accompagner dans la durée, puisque on a aussi à se préparer sur le côté run. On parle beaucoup du build en ce moment, mais on sait que ça va effectivement pas s'arrêter au 1er septembre 2026, qu'il va y avoir aussi cette période d'accompagnement pour pouvoir monitorer, superviser ce qui se passe réellement sur les flux. Et puis encore une fois, pour absorber la charge, c'est d'aller à l'essentiel en priorisant la conformité avant la performance, même si la performance, on la traitera dans un deuxième temps. Alors Eric? Oui, je peux que approuver et compléter ce que vous disiez sur la partie privilégier le réglementaire et ensuite... priorisation, quoi. Hein. Priorisation, vraiment le réglementaire, et ensuite on voit la performance, prioriser aussi sur les données et l'écart entre les données existantes chez les clients et les données attendues par la réforme, notamment les nouvelles données qui sont à transmettre au niveau des factures. Ça rejoint la conformité réglementaire. Okay. Et puis de préparer aussi nos clients sur le fait que pour le 1er septembre, ce qui sera potentiellement prêt, c'est plutôt un minimum, ou en tout cas une première étape. Oui. Et c'est après que l'on pourra
se pencher davantage sur d'autres éléments de qualité, enfin sur un autre niveau de qualité, sur un autre niveau d'automatisation, et de les sensibiliser aussi sur le fait que c'est un projet qu'on a en France, mais c'est aussi des projets qui existent dans quasiment tous les pays européens avec différents niveaux d'échéance. Ouais. Que c'est aussi à caler, il faut aussi se caler par rapport à l'ensemble de ces calendriers-là. C'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Donc on a vraiment cette partie conformité réglementaire pour l'instant, et puis, en tout cas sur les projets qu'on démarre, et puis d'autres étapes par la suite. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter au 1er septembre. Et ce que l'on fait, parce que c'est effectivement le mur de projet, il est bien là, ce que l'on fait, c'est qu'on forme aussi nos consultants en interne sur cette thématique-là, qui va s'étendre et qui va mobiliser beaucoup de nos effectifs sur l'année 2026. Vous avez la chance d'avoir énormément de consultants. Comment faites-vous, David, Théo est-ce que vous êtes dans une situation où vous allez devoir recruter ou vous allez trouver d'autres façons de faire? Alors, si on devait donner des angles d'approche, en fait, il y en a plusieurs. C'est polyforme. Hein. Le premier, c'est qu'on a la notion de pacte de conformité. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être appuyé avec des intégrateurs de taille mondiale, puisque là, vous avez reçu Olivier Rajman, directeur France de DocuWare. Vous avez les mêmes cas avec Quadient ou TXE. Vous avez en fait des notions de pacte conformité, c'est-à-dire qu'on installe en fait... on évite le sur-mesure, on fabrique en fait un produit standardisé qui est capable d'absorber tout type de process. Voilà. Et il est installé par l'éditeur et certifié par l'éditeur. Très important ce détail-là. Et ensuite, le cas par cas, les règles, on les sort effectivement et on les traite grâce à la force de ce type d'outil, puisqu'effectivement, on a un BPM à l'intérieur, un moteur de règles et tous ces sujets-là qui vont traiter tous ces cas d'usage avec ces notions. Le deuxième axe sur lequel on travaille beaucoup, c'est qu'on ne va pas chercher... ça y est, comme toujours, on peut être tenté par l'appât du gain. On ne va pas prendre des projets, on va les refuser. Et vous avez d'ailleurs, nos confrères, on le voit, dans les appels d'offres. Avant, c'était la ruée, tout le monde se répondait à tous les appels d'offres. Aujourd'hui, vous avez un appel d'offres, plus de la moitié des candidats ne répondent pas à l'appel d'offres. Ils disent, ça ne m'intéresse pas, ou je n'ai pas la structure pour, c'est un secteur que je ne connais pas, je ne sais pas faire, ou je n'ai pas la bande passante. Ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois, 1 an, où on va dire qu'à chaque fois que vous aviez un appel d'offres, vous aviez 12, 14, 15 postulants. Là, aujourd'hui, 3, 4, 5, 10, là-dessus. Vous avez aussi beaucoup de win-back. C'est-à-dire que des gens qui ont pris une PA pendant 3 ans et qui se rendent compte qu'en fait, il y a du process et qui vont coincer dans 2 ans. Donc, ils ont changé de cavalier-cavalière. D'accord. Donc ça, c'est important, ce petit détail-là. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient dans le mur. Et donc, ils ont dénoncé leur contrat. Donc, la vigilance, c'est que beaucoup de clients mettent une clause maintenant dans leur contrat pour indiquer, effectivement, que derrière, sous réserve de pouvoir gérer ça. Et à partir du moment où ils ont mis ces éléments-là, en fait, ça va freiner certains acteurs à rentrer sur certains secteurs où ils savent qu'ils vont prendre du risque. Parce qu'effectivement, on joue avec la facturation des clients, comme si on devait caricaturer. Donc ça veut dire que là, il ne faut pas s'amuser. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre des outils qui correspondent aux attentes et au traitement. Et donc le sujet, c'est qu'on travaille beaucoup en écosystème autour des ERP. Alors, on intègre autour du Sage, du CJ, du SAP ou autre, hein, peu importe. Hein. Et en fait, on laisse l'éditeur prendre effectivement, notamment sur le sortant, son activité, parce qu'il a une plus-value, parce que c'est lui, in fine, qui va sortir le format iDouane, qui va permettre d'avoir les informations suffisantes pour être payé en temps et en heure par son client qui lui demande un certain nombre d'informations. Et c'est tout le problème que l'on a sur certains fournisseurs qui, eux, forcent la main, vont prendre une PA quelconque et vont faire juste de l'entête-pied de page et qui vont faire râler leur client qui va traîner pour payer. Donc on déplace le sujet. Donc sur le sortant, il y a un point de vigilance. Sur l'entrant, à partir du moment où on a le fichier, de toute façon, les ERP, ils ont l'obligation de réception. Alors, ils vont proposer effectivement un module d'import payant, pas payant, c'est tout le débat et toute la discussion qu'il y a avec certains confrères là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs du secteur donc de EPA se sont mis en marche pour pouvoir proposer des packs conformité, répondre pour être prêts en septembre 2026. Et ensuite, la deuxième étape, et c'est là où vous avez raison, cabinet de conseil, présence effectivement en interne aussi, recruter un monsieur PA, monsieur Desmat, tout ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, clairement, si la culture n'est pas là, vous allez mettre l'outil et les gens vont être perdus. Et bien évidemment, aussi, les éditeurs de RP ont musclé aussi leur discours et ont amené du service. Prenez Sopra. Sopra a amené beaucoup de services autour de son ERP. Et donc, du coup, il y a aussi ce complément. Et donc, c'est pas, on va dire, une société qui va gérer la transformation, c'est un accompagnement avec l'ensemble des acteurs et l'écosystème.
Ok, très intéressant. Donc voilà, pas forcément recrutement, mais restaffing interne pour vous, Eric. Et puis voilà, on va bien faire le découplage conformité, transformation, hein, et avoir des projets dans un deuxième temps. Peut-être pour compléter aussi, d'un point de vue consulting, c'est aussi faire passer le message que ce n'est pas qu'un projet pour des consultants finance. Et ça va concerner aussi les consultants qui s'occupent du paramétrage, je dirais, des flux négoces, donc achat, vente, etc. Et c'est souvent aussi des vérités un petit peu à casser, hein, puisque ce n'est pas qu'un projet finance et ça va vraiment concerner plus de consultants. Donc on peut aussi s'appuyer sur une population de consultants un peu plus large que les simples consultants finance. Ok. Alors effectivement, on peut parler peut-être de l'après. Une fois la conformité atteinte, il va y avoir des sujets alors de performance financière, de pilotage du cash, de réduction du DSO. Alors est-ce que c'est déjà des sujets que vous avez commencé à creuser Alors sur ces parties performance, en tout cas amélioration de la performance après la réforme, sont pas forcément ce sont des sujets qui sont très importants qui sont sur la table, mais qui n'ont pas encore beaucoup émergé du côté des directions financières. Le sujet principal, c'est vraiment de pouvoir retrouver son niveau d'automatisation. Ça, c'est un sujet qui est clé. Deuxième sujet qui est clé, c'est de ne pas subir des délais de paiement qui soient rallongés du fait de la mise en place de cette réforme-là. Ça, c'est essentiel. Mais clairement, c'est ce que tout le monde s'attend à avoir. C'est une crainte. C'est une crainte. C'est une crainte. Et puis, dans les sujets qui vont probablement, en tout cas, on les anticipe comme ça, qui vont se présenter aux directions financières, c'est le sujet de la déclaration de TVA. Parce que les plateformes, elles sont là pour réduire la fraude à la TVA, pour pouvoir préparer les déclarations de TVA pour les entreprises. Demain, il faudra être capable de réconcilier quelque part la proposition de déclaration de TVA que l'on va recevoir avec ces éléments en interne. Et de le justifier si on a des écarts, enfin, en tout cas dans un sens. Et vous pensez qu'il va y avoir beaucoup d'écarts ? On anticipe qu'il y ait quelques écarts, oui. Parce que Oui. Pardon, je vous. Non, parce que entre la manière de déclarer ou sans qu'il y ait de la fraude, hein, forcément. Oui. Sur les données, il y a une appréciation. Sur l'appréciation, sur la temporalité aussi où on sort les informations, où on fait remonter les données potentiellement de certaines filiales. On va se retrouver avec des écarts et il faudra être capable de les expliquer, de les justifier et de faire de gagner de la confiance entre la déclaration qui est proposée par l'État et la déclaration qu'on avait l'habitude de faire. Théo, un mot là-dessus ? Alors, si on prend la hauteur par rapport à la situation économique française. Voilà, parce qu'il y a l'exemple de la Belgique, hein, vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. Il y a du recul déjà. Belgique, l'Allemagne, bien évidemment. Alors, la PME industrielle est déjà sur le coup, hein, celle qui exporte effectivement sur le marché européen ou le marché mondial, est déjà sur ce cas de figure. Donc, on voit déjà, effectivement, il y a un ouf de soulagement. Déjà, ça, c'est quand même une bonne chose. Quand même. Mais au-delà de ça, les réformes étaient plus simples. Attention, hein, sur la Belgique par rapport à la France. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, en fait, ils se disent, bon, j'ai payé pour voir. Si je résume, je caricature. Sauf que ce qu'ils attendent maintenant, c'est une transformation et finalement vraiment de l'excellence opérationnelle. Le retour sur investissement. Exactement. Et là, il se passe un truc qui est historiquement rare, c'est-à-dire qu'il y a en fait une dualité qui est en train de se passer, c'est qu'au moment où il y a la réforme de la facture, il y a l'IA qui sort. Et l'IA mature, je précise bien, parce que c'est surtout cette notion-là. Et nous, on arrive aujourd'hui, dès maintenant, où le marché IA, il est quasiment, en termes de chiffre d'affaires, aussi important que le marché PA. Alors que, théoriquement, la PA, c'est réglementaire, c'est tout de suite. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ce qu'attendent les clients, et c'est là où les éditeurs ont beaucoup bougé, je prends l'exemple, effectivement, de celui qu'on intègre, donc DocuWare, ils ont intégré, effectivement, la notion de recherche en langage naturel. On a installé aussi les sujets en RAG. Donc, ça veut dire que là, on parle beaucoup de factures qui sont émises en électronique, mais nous, on gère les emails, on gère également du papier. Parce que l'associatif va vous envoyer une facture, ils n'ont pas d'obligation de vous l'envoyer en électronique. Hein. Oui. Marché public, ils ont le chorus, mais vous avez beaucoup de zones grises comme ça. Donc ça veut dire que derrière, l'IA, déjà, elle est rentrée par ce biais sur les fonctions finance, sur la capture.
C'est-à-dire qu'on est sorti de la ladrade traditionnelle à l'IA qui va lire notamment le ligne à ligne pour régler le fameux sujet des messieurs où ils ont que l'entête pied de page. Mais au-delà de ça, c'est dit, mais attendez, si j'ai un outil qui me permet de faire ça, que j'ai des process, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui je suis dans une situation financière où je dois réduire les coûts d'un masse salariale, hein, on va être très, très, très transparent, 10, 15, 20, dans certains secteurs, ils cherchent des gains à 25 ou 30%. Et donc, l'IA agentique est en train de se développer massivement. Ça veut dire qu'en fait, quand on va envoyer des factures, on a les pré-contrôles et des rapprochements et des éléments qui sont faits par des agents. Ces agents, l'utilisateur, lui, quand il va poser, il va discuter en langage naturel. Et en fait, tout ça, c'est le charme, et il y a aussi le frisson, on va dire, informatique, mais c'est aussi le danger, c'est que tout ça, ça se passe en ce moment. Donc il y a un gros travail qui sont faits par les éditeurs, par des acteurs étrangers, américains principalement, mais là, on arrive dans un moment où effectivement, on a double révolution, et donc là, on est déjà en train de préparer, on a déjà fait les premières démos l'année dernière, les premières installations, elles démarrent sur le T1, et on discute en langage naturel autour de la facturation électronique. Dis-moi si je suis conforme, dis-moi sur les écarts, règle-moi ces sujets. Et en fait, l'outil répond. Mais c'est des outils qui sont proposés par les éditeurs. Ils sont proposés par les éditeurs. Ce n'est pas encore de votre partie à vous, intégrateur. Nous, en tant qu'intégrateur, ça demande effectivement de la pédagogie, parce que ça revoit l'organisation. Ça demande un cabinet de conseil souvent, parce qu'il y a bien évidemment là-dessus... Il faut l'avoir testé avant, quoi, en fait. Oui, puis surtout réattribuer les rôles de chacun, parce que ça, c'est un vrai sujet. Et surtout, après, aller chercher de l'efficience, c'est-à-dire l'excellence opérationnelle, elle est basée sur la réallocation des ressources. C'est pas être efficace, c'est être efficient. Donc ça veut dire c'est comment j'obtiens le résultat avec le moins de ressources possible pour les mettre, notamment dans la relation client, dans des secteurs effectivement qui en ont besoin. Un mot, David ? Oui, je pense qu'effectivement, cette réforme, ça reste malgré tout une opportunité et beaucoup d'attentes de nos clients. Opportunité parce qu'on va avoir effectivement beaucoup plus de données structurées à exploiter. Donc, on a parlé de l'IA, effectivement, qui va aussi nous aider dans ces sujets-là. Il y a aussi ce côté temps réel qui va bouleverser un petit peu les habitudes. Hein. Le côté l'État est au courant de tout ce qui se passe en temps réel sur la partie déclaration de TVA. Effectivement, c'est des choses qui vont bouleverser les habitudes. Et puis donc une attente forte des clients pour l'investissement qu'ils vont mettre aujourd'hui sur ces sujets-là, même si ça va compenser en partie le coût d'une facture qui était de 9 à 15 centimes sur les estimations. Le client en attend beaucoup plus pour réduire son DSO et pouvoir exploiter effectivement cette donnée demain pour être plus performant. Alors DSO, je rappelle, un délai de paiement moyen. Oui. Ouais. Qui est un sport national en France. Quand on parle avec les éditeurs étrangers, ils sont surpris en France qu'il y ait autant de dépassements et de délais. Oui. Une petite conclusion, Eric ? Mais c'est aussi sur ce délai de paiement qu'on va être très regardant, parce qu'il y a toute la loi de modernisation de l'économie qui n'est pas toute récente, qui impose un certain nombre de délais de paiement. Là, l'État sera en capacité de vérifier les informations immédiatement. D'accord. Donc il y a vraiment un sujet aussi là-dessus. Il y a un sujet aussi là-dessus, oui. Il y a un sujet de se limiter ce risque de pénalité en cas de dépassement des délais de paiement. Très bien. Bon, mais je pense qu'on va rendre l'antenne maintenant. Alors, on va céder. Alors, je vous remercie déjà pour votre intervention, pour vos interventions. On va céder la parole à Jean-François Lenillas, qui accueille notre partenaire Nicolas Saudemont, cofondateur et directeur commercial de Yopol, qui vient nous parler des services de e-voicing et e-reporting d'une plateforme agréée dans le cadre de cette réforme de la facturation électronique. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.